Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du Wombat Café. J'ai avec moi Elias et Gaspard de l'organisation Give Actions. On va en parler plus précisément. Qu'est-ce que c'est Give Actions ? Quel engagement ils ont voulu porter avec cette application et avec toutes les décisions qu'ils ont prises autour de cette organisation. Elias et Gaspard de Give Actions, c'est tout de suite dans le Wombat Café. Bonjour Elias. Bonjour Yann. Comment vas-tu ? Bah écoute, ça va très bien et toi ? Est-ce que tu te sens à l'aise dans ce studio de fortune avec... Bah oui, franchement, je me sens à l'aise. Petit canapé là, ça fait vraiment plaisir. Donc je me sens bien comme à la maison. Tu peux faire une petite publicité aux autres invités en disant le sofa du Wombat Café. Ouais, c'est ça, exactement. C'est très confortable. En plus du podcast, en plus, j'ai eu droit à un peu d'ice tea et tout, donc je suis vraiment bien. Et bonjour Gaspard. Bonjour Yann. Comment vas-tu ? Fort bien et toi ? Je vais très Toujours bien. Moi, je voulais un peu savoir, avant de parler de Give Actions en soi et de toutes les activités que vous avez autour, d'abord peut-être parler un peu de votre parcours, surtout comment vous êtes arrivé à cet engagement que vous portez. Bah, donc moi, mon parcours dans l'écologie, il a vraiment commencé plus via Maxime et Elias, donc les deux autres cofondateurs de Give Action. Parce que moi, de base, j'étais aux études, j'avais 16 ans quand on a lancé Give Action. Et c'est Maxime, qui est mon cousin, qui était venu vers moi pour me proposer de rejoindre Give Action au début. T'as été pistonné en fait. J'ai été pistonné dans l'écologie. Moi, c'est très simple. Mais ce qui est génial, c'est que du coup, ils ont été mes mentors un petit peu pour m'amener dans ce milieu. Et au fur et à mesure, maintenant, je partage leurs valeurs. Et c'est devenu mes valeurs en réalité. Ah, donc à la base, tu ne les partageais pas spécialement. En tout cas, tu n'étais pas assez informé. J'étais jeune et incompétent. Ouais, c'est ça, exactement. Et alors, tu te rappelles un peu un événement ou quelque chose où tu t'es dit « Ah, voilà ». Là, je le comprends très bien, cette lutte écologiste. En y pensant comme ça... Malgré que tu as encore un jeune âge. Que je comprends bien l'écologie par rapport aux autres, j'aurais tendance à dire. Qu'est-ce que tu veux dire par là ? Typiquement, je pense à des proches qui prennent l'avion sans aucune considération, ce genre de choses. Bon, c'est ce qu'on entend souvent en avion, etc. Mais je me suis rendu compte que moi, maintenant, je culpabilisais énormément en pensant à tout ça. Bon, ça m'arrive de le prendre de temps en temps, mais c'est vraiment se dire, je comprends les enjeux qu'il y a derrière et ne pas se voiler la face. C'est ça la différence, c'est ça la prise de conscience, c'est de se dire, de comprendre l'impact derrière chaque action qu'on fait et qu'on pose. Et il y a encore trop de gens, à mon avis, qui ne se rendent pas compte de l'impact de leurs actions. Et alors toi, Elias, comment est arrivé cet engagement et cette lutte que tu as voulu porter ? Bah moi, j'ai l'impression que c'est des valeurs qui m'ont toujours poursuivi. C'est vrai que j'ai été un peu baigné là-dedans parce que ma maman a toujours bossé dans ce milieu-là et donc j'ai toujours eu ces valeurs qui étaient incarnées avec du côté de la famille. Et c'est vrai que j'ai toujours eu cette envie quand j'étais jeune, même en secondaire, de vouloir lancer un peu ma propre entreprise qui incarnerait ces valeurs et qui justement changerait un peu le monde, même si c'est toujours très idéaliste. Mais on est d'accord que la base de ce fondement, il est parfois un peu contradictoire de se dire participer à une vision très Startup Nation qui fait très capitaliste, mais en même temps vouloir faire la lutte écologiste. Ouais, c'est vrai. C'est vrai que c'est quelque chose qui est assez bizarre, mais moi, j'imaginais pas l'entrepreneuriat comme celui qu'il est aujourd'hui en fait. C'était vraiment créer une entreprise, mais un peu comme créer une communauté de personnes qui vont justement partager ces valeurs, vont créer quelque chose, un mouvement qui va permettre de changer les choses. Et je voyais pas et je vois toujours pas ça comme seulement je veux faire une entreprise qui fait de l'argent, qui fait de la croissance. C'est vraiment apporter quelque chose à cette société à travers une entreprise, à travers des gens qui se bougent quoi. Alors forcément, il faut toujours vivre sa vie, ça c'est sûr. Il faut toujours pouvoir vivre, mais je considère pas l'entrepreneuriat et l'entreprise comme la plupart des gens en tout cas avant l'imaginaient. Moi j'imagine plus ça comme une communauté de personnes, un partage de valeurs. C'est ça, donc en fait c'était les valeurs qui ont primé sur tout le reste et on a voulu créer une communauté autour de valeurs, une organisation, quelque chose qui fonctionnait avec une logique entrepreneuriale, mais où les valeurs étaient vraiment le point central de tout le reste, quoi. Oui, c'est ça, en fait l'entreprise Give Action, c'est vraiment une entreprise sociale, une entreprise à mission quoi. La mission, c'est pas faire de l'argent, c'est vraiment une mission qui est sociétale. Et donc derrière cette entreprise, c'est vraiment pas que l'argent, c'est vraiment les valeurs qui comptent. Et alors, est-ce que tu pourrais faire aux auditrices, aux auditeurs, alors un pitching de qu'est-ce que c'est Give Actions ? Bah oui, Give Actions, donc nous on se définit comme une plateforme publicitaire good.
Donc en fait, notre mission, c'est d'accélérer la transition écologique et d'orienter les choix de consommation vers des produits plus durables grâce à la publicité. Donc en fait, on veut changer le monde de la publicité. Pour ça, on a créé ce qu'on appelle la publicité positive, qui est un concept publicitaire qui met en avant des produits et services engagés, et d'un autre côté, qui utilise le budget qui passe par les publicités pour soutenir des associations. Et en fait, cette publicité positive, on essaye de la mettre en place d'abord sur notre application, c'est ce qu'on a fait en premier. Donc on a créé une application où on a mis cette publicité en place. Donc les gens pouvaient et peuvent toujours venir pour regarder de la publicité pour soutenir des associations. Et on met aussi maintenant cette publicité en place sur des médias tels que la RTBF ou Le Soir, par exemple, ce genre de médias-là. Donc, par exemple, en ce moment, sur Give Actions, on peut retrouver... on a d'abord les associations. Donc, quand on ouvre l'application, on a d'abord les associations. Donner accès à l'hygiène aux plus démunis, soigner et nourrir dans l'urgence, accès à un logement. Et donc, si on veut soutenir après une association, on va avoir différentes marques qui vont être mises en avant à travers une sorte de publicité, mais c'est quand même une publicité qui demande une sorte d'action de la part de l'utilisateur de l'application. Il y a de temps en temps, par exemple, Casidomi, je me rappelle qu'il y avait juste la vidéo de la présentation, où c'était Emna Evrard qui présentait Casidomi. Mais parfois, par exemple, dans ce cas-ci, on a Etikado qui propose un quiz, où là, il faut aller demander une action de la part de l'utilisatrice et l'utilisateur. Est-ce que ça demande des prix différents quand une action est demandée par l'utilisatrice et l'utilisateur ou quand c'est une vidéo? Les prix sont pas spécialement différents. Après, parfois, en effet, il y a des publicités qui vont d'abord avoir une vidéo puis un quiz. Et donc là, parfois, ça peut être un peu plus cher, mais de manière générale, c'est similaire. L'objectif, justement, d'avoir différentes propositions, que ce soit vidéo ou quiz, c'est pouvoir justement essayer d'engager les utilisateurs à travers différents moyens. On utilise, c'est vrai, les techniques marketing assez classiques pour essayer de pousser les utilisateurs à découvrir ces marques. Parce que les marques, voilà, les publicités qu'on découvre, comme je l'ai dit, c'est des publicités de marques engagées ou en tout cas qui mettent en avant des produits et services durables. Et donc l'idée, c'est vraiment de pousser à les faire connaître ces produits et services. Donc c'est pour ça qu'on utilise différents moyens. Et les gens aiment assez bien. On essaye d'un peu aussi rendre ça plus chouette parce que la pub, c'est un peu chiant. Et donc on essaye de rendre la pub aussi un peu plus attractive et dire que la pub, c'est pas juste un moment qui est chiant, mais c'est aussi découvrir une marque, découvrir des nouveaux produits qui peuvent être alignés avec nos valeurs. Donc voilà. Là, toi, Elias, tu es cofondateur de cette application. Exact. Et toi, Gaspard, tu es le designer de l'application. Est-ce que c'est comme ça qu'on devrait définir ton rôle? Le développeur même de l'application d'un point de vue informatique. Donc c'est quelque chose de très technique en fait. Ah oui, c'est du codage. C'est que du codage, de la programmation de A à Z. C'est pas du no-code. L'application est assez complexe quand même. Et c'est un design qu'on retrouve pas partout. Donc il a fallu tout faire de A à Z. Et tu as fait tes études ingénierie informatique ou informatique Je suis encore donc j'ai fait des études d'ingénieur civil, donc j'ai mon bachelier. Et là je suis en master en ingénieur informatique. Déjà félicitations pour ce bachelier. Merci. Et je me demandais si dans ton secteur, parce que c'est vrai que l'ingénierie c'est un point très important parce qu'il régit quand même beaucoup de notre société dans les innovations et dans... oui, la plupart des bases que nous avons dans notre société, elles viennent de là. Je voulais savoir si dans ton entourage estudiantin, est-ce que tu rencontres beaucoup d'ingénieurs engagés? Ça a l'air d'être vraiment, de mon point de vue extérieur, peut-être l'un des secteurs les moins engagés, les plus techniques, où la politique ne rentre pas vraiment en compte durant les études ou même durant les projets. Justement, ces dernières années, enfin en tout cas avec les étudiants avec qui je suis, et donc qui ont mon âge, il y en a de plus en plus qui s'intéressent à l'écologie. Il y a quand même un professeur de l'université libre de Bruxelles qui a eu quelques problèmes parce que son cours contenait justement des fausses informations par rapport au climat, etc. On va pas le nommer, mais voilà. Et donc, ces étudiants qui ont porté plainte, entre guillemets, contre ce professeur, et ça montre que justement, il y a une volonté des étudiants d'améliorer la qualité justement, d'intégrer des enjeux climatiques dans le cursus de l'ingénieur à l'ULB. Donc, je ne dis pas que tous les étudiants sont engagés, mais je crois qu'il y a une réelle volonté de tous les cercles et de toutes les facs de s'engager. Pour donner un petit exemple, moi j'ai un ami maintenant qui est en train de faire le bilan carbone de chaque cercle de l'ULB pour qu'il puisse savoir d'où vient, enfin, qu'est-ce qui est problématique ou qu'est-ce qui est bien. Donc voilà. Okay, je pense que les choses bougent quand même. Comment est arrivée l'idée de l'application en elle-même? Est-ce que c'était depuis le départ vraiment la volonté ou bien
vous vous êtes dit qu'il fallait la jouer moderne, jeune, et l'application était le meilleur moyen de pouvoir toucher un public engagé plutôt jeune. Mais au début, on avait commencé par un site. Mais très vite, on s'est dit qu'on allait utiliser une application plus dans l'idée de faire que ce soit un geste habituel sur son smartphone. Je crois que c'était plus ça l'idée qu'autre chose. Mais en plus, plus tard, ce qui a vraiment confirmé notre choix, c'est aussi, d'un point de vue écologique, sur un smartphone, on a la possibilité d'enregistrer facilement les vidéos sur un smartphone pour utiliser le cache quand on réaffiche la vidéo afin de ne pas la retélécharger et ce genre de choses. Donc l'application a quand même un chouette intérêt de ce point de vue-là. Peut-être ça vaut la peine d'expliquer quel est l'impact écologique quand on utilise plutôt des bandes passantes du streaming plutôt que télécharger la vidéo en elle-même. Donc d'un point de vue le streaming, il faut bien comprendre que si on stream une seule fois une vidéo sans revenir en arrière, l'impact est le même que de télécharger la vidéo. Mais par contre... Qu'est-ce que tu veux dire par impact? C'est par rapport... L'impact environnemental. Donc ça veut dire... C'est quoi cet impact environnemental? Est-ce que c'est la chaleur et l'énergie des serveurs? Qu'est-ce que c'est exactement? Justement, donc Internet, il y a énormément de serveurs, il y a plein d'intermédiaires. Donc quand vous demandez une vidéo, ça passe par plusieurs serveurs. Chaque serveur va consommer de l'énergie. Il y a tous les systèmes de refroidissement qui vont consommer d'énergie. Même les réseaux électriques en soi consomment aussi d'énergie pour transférer l'information. À tous les niveaux, il y a des petites quantités d'énergie qui sont consommées. Mais évidemment, quand on somme tout, ça fait des grosses quantités d'énergie. Et donc, il faut bien se rendre compte qu'Internet, ça a un gros impact, un énorme impact même. Vraiment pour d'où viennent les émissions. Et il y a aussi peut-être l'énergie grise derrière la fabrication des serveurs qu'il faut prendre en compte aussi. Qu'est-ce que c'est l'énergie grise? L'énergie grise, donc c'est la quantité de CO2 qui a été émise lors de la production de l'appareil et non pendant son utilisation. On en parle souvent pour les voitures électriques versus les voitures thermiques parce que c'est un impact qu'il ne faut pas oublier. Ok, et justement, tant qu'on y est, je voulais aussi parler de l'habitude. C'est un point qui revient très souvent quand vous parlez de GiveActions. Quand on est sur l'application, c'est quelque chose qui arrive directement. On a le calendrier, on a les 2 missions quotidiennes, et c'est quelque chose qui est très fort mis en avant. Je voulais un peu savoir pourquoi vous avez voulu mettre en avant cette notion d'habitude. Et justement, tu l'as encore dit, vous avez voulu changer en app pour mettre en avant ce côté habituel. Pourquoi c'est important dans une lutte écologiste d'être habitué? Les habitudes, c'est ce qui nous fait. Je veux dire, c'est tous nos réflexes, les habitudes. Donc, c'est très important. Mais je crois que pour l'application, c'est quand même un petit peu différent. Parce que les habitudes sont là parce que c'est compliqué de faire installer une application à quelqu'un. Mais en même temps, une fois qu'elle est là, on veut qu'elle reste. Et donc, c'est pour ça qu'on martèle les habitudes pour faire en sorte que les gens s'habituent à utiliser GiveAction. Donc, c'est pas tant pour changer l'habitude de consommation, même si au final, ça a ça comme résultat. Parce que regarder des publicités d'entreprises engagées, au lieu de regarder des vidéos de marques moins responsables, bah évidemment, ça va changer ce qu'on consomme. On retrouve plein de sortes de marques sur GiveActions. Mais Elias, durant l'appel pour préparer cette interview, parce qu'on essaie d'être pro chez Wombat Café, on prépare les interviews, tu m'as parlé aussi d'autres envies que vous vouliez faire avec GiveActions, comme par exemple faire des conseils pour le secteur de la publicité. Comment cela rentre dans les activités de GiveActions? Oui, en fait, on fait un peu ça sur le côté parce que nous, en fait, on est rentré dans ce milieu de la pub sans vouloir au début nécessairement être dedans. En fait, au départ, on lance une application et on se dit trop bien, on va utiliser la publicité pour aider des associations et c'était vraiment ça l'objectif. Et au final, on s'est rendu compte que voilà, derrière la publicité, si on montre une marque néfaste et qu'au final on aide une association, quel est le bilan finalement de tout ça? Et donc, on a commencé à réfléchir à ce que met en avant la publicité et donc les marques qu'on choisit d'accepter, etc. Et donc, on a commencé à sélectionner les entreprises qui peuvent faire les publicités. Et donc, on a continué avec cette idée-là. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a mis en place, par exemple, un comité éthique et une charte éthique qui vont définir, OK, cette entreprise, on considère qu'elle peut utiliser la publicité positive parce qu'elle a un impact positif à travers sa campagne de publicité qui est finalement suffisamment bon. C'est une autorisation que tu donnerais avec GiveActions, c'est ça? Donc, ça veut dire que imaginons, une marque veut utiliser la publicité positive, d'accord? Donc, veut être soit sur notre application, soit sur les médias avec qui on travaille pour utiliser les espaces publicitaires publicité positive. Cette marque, on va la faire passer par le comité éthique, c'est-à-dire que ce comité va regarder en fonction de la charte qu'on a mis en place si elle peut utiliser ou pas, elle peut venir sur GiveActions, sur l'application ou sur ses médias partenaires. Et donc, en fait, cette charte et ce comité, ils vont fonctionner de cette manière-là. C'est-à-dire que d'abord, on va regarder
l'entreprise en elle-même. On va regarder si elle ne fait pas des activités qui sont trop polluantes. Donc on a listé une liste d'activités qu'on considère trop polluantes. Donc ça va être l'aviation, l'utilisation de fourrure dans les vêtements, l'extraction de pétrole, ce genre de choses. Donc il y a une liste, si l'entreprise fait ça, c'est d'office non. Et ensuite, on va regarder la campagne publicitaire en elle-même et on va regarder si le produit et le service mis en avant a vraiment un impact positif sur la planète ou la société de manière générale, donc un impact environnemental ou social. Et donc déjà, avec ça, on crée justement un changement de paradigme dans la publicité parce qu'on va définir quelle entreprise peut finalement gagner en visibilité et laquelle ne peut pas. Et donc ça, c'est très important. Et au-delà de ça, en effet, on essaye de changer un peu la communication des marques parce que aujourd'hui, le greenwashing, ça existe, on le connaît tous. Il y a plein de marques qui font du greenwashing et les gens ne comprennent pas toujours ce que signifie le greenwashing. Et donc nous, on essaye de mettre en avant justement des principes pour éviter ce greenwashing, même si on ne travaille pas avec ces marques-là, on essaye d'en discuter pour que justement même les marques qui sont néfastes pour l'environnement, c'est pas normal qu'elles puissent dire on est good en fait. Donc on essaye de parler de ça aussi. Mais après, c'est pas notre valeur principale, mais on le fait également. On parle ici de greenwashing et je trouve ça intéressant parce que parfois, on voit le greenwashing comme quelque chose de très conscient où la société, grand malfrat, serait pernicieuse et essaie de faire passer des valeurs écologistes. Parfois, c'est le cas, mais parfois, ce n'est pas le cas. C'est presque inconscient. On a voulu mettre en avant les chiffres en disant dans 10 ans, on sera écologiste. Pour le moment, vous ne l'êtes pas. C'est du greenwashing. Est-ce que, malgré la bonne volonté de cette société en disant voilà, nous, on fait de la pub positive, nous, on est écologiste, malgré qu'ils y croient à fond et qu'ils vous le communiquent, comment vous ne tomberiez pas dans le panneau et être aussi en même temps victime du greenwashing avec le comité et avec cette charte? Mais l'idée, c'est justement de regarder jusqu'à la communication des marques. Et je peux donner un exemple qui est très concret. C'est que par exemple, Back Market a utilisé la publicité positive. Donc Back Market, je ne sais pas si tu connais, je ne connais pas. Mais en gros, c'est un site qui vend des produits reconditionnés. En français, du dropshipping ? C'est pas du tout du dropshipping, okay. Mais ils vendent des produits reconditionnés, c'est-à-dire qu'ils vendent des produits qui ont été réparés. Donc par exemple sur leur site, on peut retrouver par exemple des smartphones à qui ils donnent une seconde vie finalement, et donc on peut acheter plein de produits qui sont reconditionnés, donc qui ont déjà eu une première vie et qui en ont une deuxième. Donc l'idée, c'est que ça réduit l'impact environnemental parce qu'on ne doit pas refabriquer le produit, on le réutilise finalement, on l'a réparé. Bref. Mais donc eux, ils ont voulu utiliser la publicité positive, donc nous utiliser Give Actions. Et le comité éthique a dit, en voyant leur spot publicitaire, ce qu'ils font c'est top, ça c'est cool, mais par contre dans la publicité, on remarque que ils vendent énormément, ils veulent vraiment vendre, mais ils mettent pas de message de awareness pour dire ok, c'est bien d'acheter, mais il y a aussi le côté sobriété. De fait que c'est ok, acheter reconditionné c'est bien, mais il faut le faire si on en a besoin en fait. Et donc nous, ce qu'on a fait et ce que le comité a décidé, c'est de dire ok, Back Market, il n'y a pas de souci, vous pouvez utiliser la publicité positive parce que c'est une entreprise qui est vraiment green, qui essaie de faire des efforts, qui apporte quelque chose de vraiment bien à la société. Mais alors, vous devez rajouter à votre spot publicitaire un message qui dit « Achetez, mais seulement si vous avez besoin d'un nouveau téléphone, par exemple. » Et donc, c'était ça, on a pu rajouter ce message avec eux. Donc, on travaille aussi avec les marques, on leur a dit c'est cool ce que vous faites, mais vous devez rajouter ce message. Et donc, ils l'ont fait, et donc ils ont pu utiliser la publicité positive. Et donc, on travaille aussi à la communication de ces marques, pour essayer de rajouter aussi parfois de la sobriété, par exemple. Ça ressemble à de la consultance, en même temps un peu une sorte de label qu'on met... Ouais, exactement. Ça a l'air super, et est-ce que vous comptez alors sur le bon vouloir de ces marques? Est-ce que, imaginons, dans un autre monde, vous auriez dit ça à Back Market, ok... Là, il y a quelque chose qui ne va pas, vous devez changer ceci. Est-ce qu'ils auraient pu juste vous dire non, on ne le changera pas, c'est très bien comme ça, on est très bien dans notre pub, et alors quoi? Alors, on les aurait refusés, c'est-à-dire dans le sens, ils n'auraient pas pu utiliser la publicité positive. Et voilà, c'est comme ça, c'est un choix qu'on a fait. Pour être honnête, c'est pas toujours simple parce que, on va peut-être en discuter, mais c'est toujours justement un choix à faire entre, en effet, l'argent que ça peut apporter et d'un autre côté les valeurs qui sont là et qui sont la mission de l'entreprise. Et nous, on a fait ce choix de, si le comité éthique dit que c'est refusé, et tant pis. Et on restera campé sur nos valeurs, c'est tout. Et avec toutes déjà les marques que vous avez reçues, est-ce que vous avez déjà reçu des retours des CEO de ces marques? Dans quel sens, tu veux dire?
Par exemple, est-ce que MNiveRare vous envoie un message en disant ah, c'est super que ce soit sur GiveActions, et moi de mon côté j'ai aussi reçu des retours du public de GiveActions où en voyant les autres publicités que j'ai pu voir sur GiveActions, ça m'a donné des idées pour d'autres plus positives ou pour faire des collaborations avec les autres. Est-ce que j'arrive très bien à comprendre du point de vue de l'utilisateur et de l'utilisatrice de la marque, de l'application, les retours qu'il peut recevoir. C'est en même temps de la découverte parce qu'il voit des nouvelles pubs et en même temps il finance indirectement des associations, super. Mais est-ce que les personnes qui joignent l'app de l'autre côté de l'écran, qu'est-ce qu'elles reçoivent en retour? Donc pour les entreprises, et c'est vrai que c'est une très bonne question, en fait, nous ce qu'on permet avec ce format publicitaire, finalement, c'est ce type de publicité, qu'il soit sur l'application ou sur des médias, c'est qu'en fait, ça améliore les résultats marketing de ces entreprises. Donc en fait, c'est intéressant, ok. Ouais, c'est ça. Donc en fait, les boîtes engagées vont finalement obtenir de meilleurs résultats marketing en utilisant la publicité positive qu'en ne l'utilisant pas. Concrètement, par exemple, bon voilà, je peux pas donner trop de chiffres, mais sur les médias de manière générale, on a des résultats marketing qui sont 2 à 3 fois meilleurs que les résultats classiques. Et donc ça veut dire que en utilisant la publicité positive, en étant accepté finalement et en pouvant l'utiliser, ils vont obtenir une meilleure visibilité, plus de gens qui vont venir visiter leur site web et ce qu'ils font. Et donc ça, c'est vraiment leur valeur ajoutée, quoi. Ça fait maintenant, je dirais 3 mois que je suis sur GiveActions. Et là, je viens de découvrir il y a une semaine qu'il y avait un autre bouton juste à côté où il y avait marqué quelque chose comme on essaie de créer une communauté. Quelque chose comme ça. Je ne sais plus très bien. C'était le bouton en dessous, le deuxième, je crois. J'avoue, je sais plus. Le bouton Discord. Je crois que c'était ça. C'était le bouton Discord. Donc, il y avait une petite planète, voilà, communauté. Retrouve sur cette page les actualités de GiveAction, les derniers challenges lancés et bien d'autres. Il y avait une notion de communauté. Il y avait même un lien pour un Discord. Pourquoi vouloir relancer vers un Discord? Et en même temps, pourquoi la notion de communauté, on l'a déjà un peu parlé au début dans l'introduction de qu'est-ce que c'est GiveActions. Pourquoi cette notion de communauté est importante pour GiveActions? Je crois que c'est vraiment pour partager, permettre aux gens de partager leurs idées, de discuter entre eux. On voulait pas créer un énième réseau social intégré à GiveAction. C'est pas le but. Le but de GiveAction n'est pas là. On voulait pas se perdre. Et donc on s'est dit qu'on allait créer un Discord pour permettre à nos utilisateurs de créer une communauté de GiveAction, mais c'est pas GiveAction l'important. L'important c'est une communauté de personnes engagées qui peuvent discuter entre elles. Et donc, il y a plein de gens qui partageaient leurs tips, leurs idées, des actualités. Et c'était le but. Et ça a fonctionné. Et donc, c'est ça qui est chouette. C'est de créer un lieu où les gens peuvent partager des informations. C'était vraiment ça le but. Qu'ils puissent se connecter hors de l'application. Est-ce que vous avez déjà eu des bugs? Je déteste cette question en tant que développeur. Pourquoi? Parce que tu veux dire d'un point de vue français ou technique, ça se dit pas de dire est-ce que vous avez déjà eu des bugs? Non, ou bien parce d'un que point de vue très fierté, ça égo. fait très mal. Mais oui, on a déjà eu des bugs. Mais comment vous avez... est-ce que vous avez déjà dû être dans un moment de crise où, ok, il faut vite qu'on réagisse parce qu'on a des organisations qui parfois s'appuient sur l'application. Et donc, il y a une sorte de responsabilité très forte qui pèse sur tes épaules particulièrement. Donc, je voulais savoir aussi comment toi, tu ressens un peu tout l'aspect technique et tout l'aspect du bon fonctionnement de la marque retombe sur tes épaules. Et je voulais savoir comment toi, tu ressentais cette pression et cette responsabilité. Mais au début, en tout cas, c'était une responsabilité, je n'irais pas jusqu'à dire écrasante, mais tout le temps là. Et en tant que, justement, le seul responsable d'application, ça veut dire que s'il y a un problème, à n'importe quelle heure, n'importe quel jour, que je sois en vacances ou pas, je dois le régler. Donc, c'est une pression permanente, mais on s'habitue. Après une année ou deux, c'est plus là. Parce que tu te dis qu'il y a quelque chose de plus grand derrière la lutte écologiste. Au final, un bug de quelques heures, c'est pas la fin. C'est déjà arrivé. Et par l'expérience des bugs, je sais comment réagir à une crise. Ça sert à rien d'être en panique. Il faut juste régler les problèmes. Et c'est trop tard. Une fois que ça arrive, c'est trop tard. Mais par contre, d'un point de vue développeur, il faut apprendre de ses erreurs et mettre en place des systèmes qui permettent de réduire les erreurs et aussi, typiquement, des backups le plus souvent possible afin de restaurer, si jamais il y a eu un problème, de vite revenir en arrière pour résoudre le problème. Et dernièrement, il y a maintenant plus d'1 an, on a un système automatique de détection des bugs. On ne doit même pas attendre des utilisateurs, on le sait directement. Reçois une alerte, je peux régler ça avant que ça arrive chez les utilisateurs.
Juste petite anecdote, parce que je m'en suis rappelé. Bon, c'était pas très important. Juste pour dire, Gaspard a levé les sourcils. Il n'aime pas cette anecdote. Je sais pas si tu sais ce que je vais dire, mais c'était au tout début de l'app, donc c'était pas un souci, voilà, c'était le début. Mais je crois que ça faisait 2-3 mois qu'on avait lancé l'application. Bon, c'était un peu en mode bêta, mais il y avait quoi, 300, 400 personnes qui avaient téléchargé l'app. Et un jour, du jour au lendemain, en fait, Gaspard a supprimé toutes les données du serveur. Et donc, il n'y avait plus rien, quoi. Tous les utilisateurs, on a dû leur envoyer un mail. Oui, voilà, en fait, tous les comptes ont été supprimés, il faut tout recréer et tout. Et donc, voilà, petite anecdote du début, mais ça arrive. Gaspard a un droit de réponse. Je tiens à te remercier de me forcer à rester chez GiveAction jusqu'à la fin de ma vie. Parce que je pense pas qu'on va vouloir m'engager autre part maintenant. Mais c'est à ce moment-là que j'ai compris l'importance des backups. Voilà. Voilà, un petit conseil pour tous les ingénieurs en informatique. Là, on a parlé un peu des conseils, un peu de la consultance et du label avec la publicité positive. On a parlé de l'application GiveActions, ou en tout cas comment ça a commencé. Et puis, il y a une nouvelle fonctionnalité qui est arrivée, qui était le cashback. Je ne connaissais pas du tout cette fonctionnalité. Je voulais savoir pourquoi vous l'avez intégrée. Mais qu'est-ce que c'est exactement le cashback ? Donc, le cashback, d'abord pour définir ce que c'est une fonctionnalité d'application qui va permettre aux utilisateurs d'acheter sur des e-commerce engagés afin de récupérer une partie de l'argent sur l'application pour alors en faire un don ou l'utiliser en bon sur un autre site engagé. Donc l'idée, c'est de retourner à l'utilisateur une partie de son achat sous forme de points pour qu'il puisse ensuite redépenser ses points, soit pour acheter sur un autre site e-commerce engagé, et pour ne pas pousser à la surconsommation, on permet aussi de donner à une assoce. Donc ça, c'est l'idée du cashback. Est-ce que les entreprises engagées que vous acceptez de faire de la pub sur GiveAction sont les mêmes que celles du cashback, ou est-ce qu'il y en a certaines qui sont juste dans l'un et l'autre ? Donc la plupart des entreprises qui font de la publicité sur GiveAction sont sur le cashback, mais l'inverse par contre n'est pas vrai, parce que justement le cashback, on l'a aussi créé pour permettre aux entreprises qui n'avaient pas de vidéo ou pas de spot publicitaire de quand même venir sur GiveAction et d'être mis en valeur dans notre écosystème. Pourquoi ils n'avaient pas spécialement de vidéo ? Parce que ça coûte trop cher de produire une publicité produire une vidéo. vidéo de qualité, Ouais. on sous-estime, mais ça peut vite coûter très cher et il faut de bonnes idées pour que ça fonctionne. Donc votre application, elle est dispo sur l'Apple Store, elle est disponible sur l'Android Store. C'est super parce que c'est disponible pour tout le monde, mais en même temps, vous participez et vous faites partie d'un écosystème qui est très polluant et qui est très capitaliste. On a Apple d'un côté, Google de l'autre. C'est parmi les plus grosses entreprises au monde. Je me rends bien compte qu'il n'y a pas d'autre choix que d'utiliser ces stores-là. Je voulais savoir comment vous interprétiez cette relation un peu contradictoire entre télécharger une application sur des environnements qui sont pas justement éthiques et qui ne feraient pas partie du label publicité positive. Tu l'as un petit peu dit, hein, mais c'est vraiment cette idée qu'il n'y a pas le choix. C'est frustrant, mais en même temps, nous, on veut s'attaquer à un monstre. C'est la société qui ne va pas. Et donc, en informatique, il y a un concept, c'est on compartimentalise et on s'attaque aux petits blocs à la fois. Et donc, nous, on s'attaque à un bloc qui est quand même assez imposant, qui est le marketing. Et on ne peut pas tout faire en même temps. Moi, ça, c'est ma vision à moi. Peut-être qu'il y aurait autre chose à dire dessus. Bah non, mais c'est un peu comme tout. Il faut toujours essayer de faire la part des choses et de se dire, bah voilà, on peut pas être parfait partout. Je pense que c'est souvent comme ça. Voilà, c'est souvent le lot de beaucoup de critiques. Et on remarque que oui, c'est impossible d'être parfait partout. On fait au mieux pour essayer de solutionner un problème. Et c'est vrai qu'on doit parfois choisir ses combats et de se dire, ok, là on utilise finalement Apple ou Google ou je ne sais quoi. Mais voilà, c'est pour essayer aussi de toucher le plus de gens, d'essayer de changer la problématique de la publicité, du marketing. Et voilà, peut-être que si on n'avait pas utilisé ça, on n'aurait rien lancé. Et donc, c'est toujours un peu un choix délicat, mais parfois, il faut choisir son combat et essayer de changer ce que nous, on a envie de changer. Et puis, d'autres, j'espère, changeront le reste au fur et à mesure et on y participera, on les aidera, bien sûr. J'aime bien justement poser ce type de questions parce que, bien sûr, elles mettent les invités un peu dans la sauce. Je vois que vous êtes un peu plus tendu au moment de cette question-là. Et je pose toujours une question aux invités qui est un petit peu plus délicate parce que je crois que là, ça fait maintenant la deuxième saison qu'on parle vraiment d'engagement. Et je crois qu'il y a
une notion très claire, l'irréprochabilité dans l'engagement, c'est impossible. Déjà, le fait juste de commencer une lutte, c'est déjà hyper compliqué, c'est déjà tellement... Parce que comme on vit dans un système tellement imbriqué, compliqué, et cette complexité, elle est impossible à complètement changer et transposer à quelque chose d'éthique et de positif. Et donc, le fait déjà de commencer cet engagement, c'est déjà génial. Donc, je me doute que l'irréprochabilité, elle est impossible. Mais ce qui était intéressant aussi, je trouve, c'est que vous avez participé à plusieurs, en tout cas j'en avais un en tête, Start Lab, qui fait très Startup Nation. On a plein d'entreprises qui arrivent, qui proposent des idées plus innovantes que les unes que les autres, qui sont très capitalistes et qui poussent à une croissance économique plutôt qu'une lutte écologiste. Alors je voulais savoir comment votre projet a été accueilli par les organisatrices et organisateurs de Start Lab quand vous arrivez en disant on n'est pas trop dans le capitalisme, on n'a pas trop une poussée de croissance énorme, on veut plutôt changer on a une idéologie et des valeurs. Le Startlab le Startlab nous a énormément aidé, donc ça je veux quand même mettre un point dessus. C'est vrai que on peut se dire c'est très Startup Nation. Nous on a justement été très bien accueillis parce que je sais pas pour les autres, mais pour le Startlab, ils accueillent justement encore plus positivement les projets qui ont un impact. C'est ce qu'ils veulent vraiment mettre en avant. Ils essayent de plus en plus d'aller vers ça d'ailleurs. Mais ce qui était intéressant, c'est quand même que nous on est arrivé avec voilà, on a des valeurs, nous on veut faire ça. Et ils ont trouvé le projet génial, mais ils ont permis de mettre les bases aussi organisationnelles d'une entreprise. Et c'est vrai qu'on a des valeurs, mais quand tu lances un projet, bon, il ne faut pas oublier que malheureusement, on pourrait dire, il faut quand même penser au fait que tu dois quand même vivre de ton activité. Alors eux, ils ne sont pas dans la croissance, ou en tout cas, nous, des retours qu'on a eus, ce n'était pas vraiment dans la croissance, c'est de dire, essayez, prenez quand même en compte que vous devez être viable en termes d'entreprise pour pouvoir vous payer, vous rémunérer et vivre de ça et prolonger votre projet. C'est vrai que je suis venu avec déjà un angle bien précis, oui, un peu mais... critique sur StartLab. C'est vrai que je ne connais pas assez bien pour pouvoir exactement dire ce que c'était, mais c'est parce que dans mon point de vue, StartLab fait partie un peu de cette vision Startup Nation. Et la Startup Nation a ce niveau de croissance. C'était plus pour le côté Startup Nation que je disais ça. Ouais, bien sûr. Donc qu'est-ce que tu veux dire par là? Mais bien sûr, concrètement, c'est sûr que complètement, la Startup Nation, c'est très croissance. Nous, je considère qu'après, d'autres auront peut-être un autre avis, mais moi je considère qu'on n'était pas vraiment on n'est pas tombé dans ce mood-là avec le Start Lab, mais c'est vrai que tu as raison sur le fait que, on voit beaucoup sur LinkedIn, même si je trouve que ça change petit à petit, mais par exemple, beaucoup de boîtes qui disent juste cette année on a fait plus 80% de croissance, trop bien, voilà notre chiffre d'affaires, machin. Voilà, ça c'est très Startup Nation et nous forcément on n'est pas trop dans cette vision-là des choses. Nous justement on considère en tant qu'entreprise à mission que des réussites ça va être plus l'impact qu'on a généré plutôt que l'argent qu'on a pu obtenir. Mais je crois que c'est quand même un monde qui est très en mouvement et qui change énormément. Il y a quand même de plus en plus de gens qui justement mettent l'accent sur la mission d'une entreprise. C'est de plus en plus incarné. Nous on le voit, on fait beaucoup de formations, on participe à beaucoup de conférences avec beaucoup d'entreprises et la mission de l'entreprise devient de plus en plus importante, d'autant plus que les gens, et ça je pense que c'est très important aussi, c'est que les gens sont de plus en plus en quête de sens dans leur métier et donc cette mission d'entreprise prend de plus en plus de poids en fait. Et donc j'ai l'impression que même dans la Startup Nation, les choses commencent à bouger et qu'il n'y a plus juste le chiffre d'affaires, il y a aussi la mission de l'entreprise, les valeurs qui sont derrière. Je suppose que le fait que vous voyez de plus en plus d'entreprises qui viennent chez vous, chez Give Action, montre très bien qu'il y a de plus en plus d'organisations avec des valeurs qui viennent se créer en Belgique ou à Bruxelles. Ouais, clairement. Et nous, on adore tellement. Ça, c'est vraiment notre kiff, c'est découvrir des petites marques qui se lancent avec leurs projets engagés et tout. Et on kiffe y participer au début, les lancer. Nous, c'est aussi ça qu'on veut mettre en avant avec Give Action. Je pense que c'est une partie de nous qui est comme ça. C'est d'essayer de les faire grandir parce qu'on trouve les idées trop bien en fait. Et c'est vrai qu'il y a de plus en plus de gens quand ils lancent leur boîte et au Startlab ils nous disent la même chose. Il y a cette question souvent c'est l'environnement plus que le social. C'est vrai, le social aussi est souvent dans l'émission, mais c'est l'environnement qui prend beaucoup de place. Et les gens viennent souvent avec des projets qui ont un impact. Et je trouve ça méga intéressant de voir que les gens veulent se bouger. Et je sais que l'entrepreneuriat en Belgique, ça prend aussi un peu de poids et qu'il y a cette partie justement écologique qui vient aussi avec. Et donc ça, c'est top. De mon point de vue sur l'application, je crois que je n'ai vu que des entreprises belges. Est-ce que vous allez vous cantonner à seulement des entreprises belges? Vu qu'on est dans un circuit court, on est dans l'écologie, est-ce qu'il serait possible de voir dans quelques années, dans quelques mois, des entreprises françaises
ou ailleurs, comment est-ce que vous essayeriez de voir l'évolution de Give Actions d'un point de vue hors Belgique en fait? En fait, donc, quand la publicité positive passe sur les médias, c'est toujours des entreprises belges la plupart du temps. Enfin, en tout cas, non. C'est pas toujours des entreprises belges. Ça peut être des entreprises françaises ou autres, mais qui veulent toucher le public belge. Sur l'application, là, en fait, ça dépend. Toi, tu as vu que des entreprises belges, parce que généralement, c'est celles qui veulent viser les Belges. Et du coup, comme tu es belge, nous, ça te vise toi en tant que personne. Voilà, on a travaillé. Nous, en fait, sur l'application, il y a 75% d'utilisateurs français. Donc, en fait, il y a beaucoup de Français qui sont aussi sur l'application. Et donc, il y a aussi beaucoup d'entreprises françaises. Et nous, l'objectif, en fait, aujourd'hui, c'est de continuer à essayer d'installer cette publicité positive sur les médias belges, mais après d'aller en France, dans d'autres pays, pour que justement la publicité positive devienne une norme en fait, et qu'il n'y ait plus justement seulement cette publicité qui promeut des marques polluantes, et que finalement il y a juste l'argent comme driver derrière pour les médias, mais qu'on peut dire aussi aux médias, regardez, il y a une solution pour vous financer, mais aussi pour mettre en avant des choses qui sont positives. Et donc nous, on veut vraiment incarner ce changement et proposer ces publicités positives partout, en Belgique, en France et dans d'autres pays, on espère. Je trouvais votre application hyper moderne parce qu'elle suit un adage que j'entends de plus en plus parler dans le monde numérique, qui était que l'utilisateur, son bien le plus précieux, c'est son attention et le temps qu'il donne à un écran, à des entreprises. Et vous l'avez très bien compris, la publicité qu'il va regarder se transforme en argent. Ça paraît tout à fait logique. Dans la dernière saison, le dernier épisode qu'on a eu était de Marc Fadoul, qui est une personne qui a créé un algorithme qui est très engagé dans le numérique et aussi dans la collecte de données et ce qu'on en fait. Vous êtes une application qui, je suppose, collecte des données. J'espère ne les revend pas. Qu'est-ce que vous faites avec ces données? Est-ce que vous pourriez peut-être les utiliser un jour pour pouvoir développer une meilleure formation de la publicité positive ou pour pouvoir mieux conseiller sur la publicité positive? Comment est-ce que vous géreriez ces données et comment est-ce que vous les voyez évoluer ce commerce de données? D'abord, on va peut-être commencer juste par dire que on collecte des données sur l'application, évidemment. C'est pas un crime de collecter des données, c'est nécessaire. Bien sûr. On peut pas avoir parce que GiveAction reste quand même une start-up et donc on a des investisseurs, on doit rendre des comptes et il faut des données. Mais par contre, la façon dont on le fait, et c'est là parce que GiveAction, on veut mettre en avant des entreprises engagées, mais on est aussi une entreprise engagée. Et donc, c'est important de collecter les données de façon correcte et transparente. Et donc, dans tous les cas, les données qu'on sauvegarde ne sont pas liées aux utilisateurs. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de savoir que c'est X qui a cliqué sur cette pub. On n'a pas besoin de savoir que c'est lui, une personne en particulier, qui a cliqué. On a besoin de savoir qu'il y a eu un clic sur la publicité. Et on peut créer un identifiant qui n'est pas relié à la personne en tant que telle. Donc ça, c'est une première façon qu'on utilise pour permettre de ne pas suivre en permanence tout. Enfin, c'était pas très bien dit, mais je crois que l'idée, c'est qu'on essaye d'anonymiser quand même les données et surtout, on ne les revend jamais. Nous, ce qu'on présente aux entreprises, ce sont des gros chiffres qui disent X% clic, X, Y clic, et c'est tout. Vous respectez le RGPD et les données ne sont pas vraiment assez personnalisées que pour qu'on se retrouve avec, bien sûr, des publicités, même si elles sont positives, complètement personnalisées pour moi, Ryan. Non, c'est pas le but. Mais justement, dans le futur, quelque chose que j'aimerais vraiment bien pour GiveAction, c'est qu'on puisse proposer à l'utilisateur de sélectionner des catégories qu'il souhaite regarder. Et donc de plus faire tout derrière son dos en essayant de grappiller des données par-ci par-là et d'acheter le plus de données possible et de faire un énorme commerce sur la vie privée de la personne, mais plutôt de demander à la personne et de même pas sauvegarder les données, de juste faire en live. Elle sélectionne la catégorie qu'elle veut et alors elle peut enregistrer pour combien de temps ça va durer et elle verra ces catégories-là. Exactement comme ce que faisait Marc Fadoul avec YouChoose.ai. Donc le but, c'est de plus être passif dans cette notion de données, mais être actif et se dire, moi, ce que j'ai envie, c'est ça. N'essaye pas avec une intelligence artificielle de découvrir ce que je voudrais. Juste, moi, je veux ça. Et c'est ça que vous voudriez mettre en avant. Oui, et c'est tellement simple parce que les gens veulent regarder des trucs qui les intéressent. Mm-hmm. Nous, on propose des marques engagées, donc c'est plutôt cool à regarder. C'est même instructif en général. Et en plus, ils vont pouvoir choisir la catégorie qu'ils veulent de marques, ce qui les intéresse, du sport, des loisirs. Enfin, le sport est un loisir pour la plupart des gens, j'espère. Mais voilà. Donc, ce qui est marrant, c'est qu'on parle ici de monde numérique et dans le monde numérique, la publicité est vraiment vue comme très ennuyeuse. On est sur YouTube, on va avoir une pub, oh c'est ennuyant. Comment
vous avez abordé cette question de comment rendre la publicité attrayante, parce que les gens qui sont sur le monde, sur un environnement digital, qui essayent le plus possible d'éviter les publicités avec, je vais quand même pas dire des noms de bloqueurs de publicité, mais il y a beaucoup ça. Comment ça se fait que comment vous avez abordé cette question de on va demander aux utilisateurs de télécharger une application pour qu'ils regardent de la pub et les convaincre que c'est cool de regarder cette pub-là? Évidemment, l'idée de base, c'est de regarder une publicité pour faire un don. Et ça, c'est vraiment le but. C'est comme ça qu'on arrive à convaincre les gens de regarder une publicité. Mais je pense qu'une fois que les gens découvrent une publicité d'entreprise engagée, les gens à qui ça va faire résonner leurs valeurs, en fait. Et donc, je pense que la publicité, quand elle est en accord avec nos valeurs, est bien plus intéressante que quand elle est à la totale opposée de nos valeurs. Ça, c'est déjà quelque chose. Et puis, une publicité qu'on choisit de regarder, c'est une publicité à laquelle on s'intéresse beaucoup plus. Et donc, typiquement, même sur des gros médias avec qui on travaille, on va souvent proposer de regarder la publicité après la vidéo. Et donc, si on veut parler de la publicité, eh ben on part. Et ce qui est génial, c'est qu'on a des résultats bien meilleurs et qu'il y a même une sorte de filtre. Parce que les gens qui restent sont des gens engagés, parce que directement, on affiche que ça va être une vidéo engagée. Et c'est une publicité efficace. Et c'est une publicité qui apporte de beaux résultats. Les gens choisissent de la regarder. Et donc, comme j'espère plus tard, peut-être choisir même quel type de publicité ils vont regarder. Donc, au final, c'est gagnant pour tout le monde. Comment est arrivée cette idée? Je suppose, Elias, que tu parlais avec Maxime de ces idées-là. Comment est arrivée en fait l'idée de Give Actions à la base? En fait, ça arrivait un peu de nulle part. Donc, moi, on était tous les deux encore à l'université. On faisait tous les deux ingénieurs de gestion à l'ULB. Lui était une année à Solvay en plus, à Solvay. Le fameux. Et voilà, on apprécie ou on n'apprécie pas. Voilà. Et Maxime était au Japon à l'époque pour son Erasmus. Et franchement, chaque fois on en parle et on se rappelle plus exactement pourquoi, mais il y avait quelque chose qui nous avait choqué dans l'actualité et on était tous les deux déjà un peu engagés, on était conscients de justement l'impact environnemental qu'on pouvait avoir, etc. Et on s'est dit, purée, nous, on a l'impression d'être inutile en fait dans cette cause-là. Qu'est-ce qu'on peut faire? On essaye c'est vrai que prendre le vélo, manger un peu moins de viande, ce genre de choses. Bon, Maxime, il est parti au Japon pour un Erasmus, on va dire, c'est pas ouf. Il n'avait pas été envoyé jusqu'au Japon? Non, c'était compliqué. Un char à voile, il a tenté, mais voilà, on s'est dit, qu'est-ce qu'on peut faire? On se sent inutile. Et nous, à l'époque, c'est vrai qu'à l'époque, peut-être qu'on était encore un peu inconscient, mais on s'est dit, voilà, la meilleure façon de changer les choses, c'est d'aider des associations. Mais c'est un peu con, nous on est étudiants, on n'a pas tout le temps de l'argent, on n'a pas un gros héritage, on n'a pas tout le temps de l'argent à donner et finalement on aimerait parfois en faire plus, mais voilà, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour permettre à tout le monde d'aider même si ils n'ont pas spécialement les moyens en fait. Et c'est là qu'est venue l'idée de la publicité et d'utiliser la publicité pour soutenir des associations. Et donc tout est parti de là en fait. Et après, c'est seulement après, lors de la construction de l'application, de la construction de l'idée, de l'idéation, de tout ce qu'on a mis en place, qu'on s'est rendu compte que, ok, la pub c'est bien, mais la pub de qui? Est-ce que ça n'a pas un plus gros impact? Et aujourd'hui, on se rend compte qu'en fait, la mise en avant des boîtes, des marques, est peut-être plus important même que l'aide associative, parce que c'est beau de créer des réserves naturelles et de générer plus d'impact, de planter des arbres, c'est top. Mais si derrière, les entreprises détruisent justement tout ce que tu fais ensuite avec l'aide associative, c'est inutile. Et donc, on s'est vraiment rendu compte de ça, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on parle de transformer les habitudes de consommation, etc. Parce que c'est une idée qui a germé au fur et à mesure, en fait. Vous avez fait une application, et j'avoue que moi, toutes les semaines, je vois des nouvelles applications qui apparaissent sur l'Apple Store et sur l'Android Store, et je me suis dit, comment est-ce que vous avez réussi? Est-ce que vous avez fait du SEO? Comment vous avez réussi à sortir un peu Give Actions du lot et de cet amas d'apps qu'on nous propose tous les jours? C'est vrai qu'on a tenté beaucoup de choses, pas toujours avec réussite, mais finalement on a trouvé un peu ce qui a fonctionné. Donc vous avez quand même dû un peu vous battre. On a dû nous battre, ouais, clairement, on a dû nous battre. C'est vrai qu'on a fait beaucoup, on a testé plein de choses, des pubs Facebook, des pubs Google. Donc là, on utilisait Facebook et Google, par exemple. Mais ça nous semblait nécessaire. Et finalement, c'est vrai que ce qui a bien marché, c'est le SEA, comme on appelle ça. Donc c'est un peu le SEO, mais pour les apps. Et donc l'idée, c'est vraiment de travailler sur ta description d'app, etc. pour que quand les gens, par exemple, tapent Ecosia,
bah, que derrière, quand il clique, il voit Ecosia et en dessous il y a écrit Give Actions. Ah, c'est quoi Give Actions? Je vais aller voir. Quand dans la description, vous avez marqué Give Action, c'est presque comme Ecosia, mais c'est une app. Oh, non, on n'a pas écrit ça exactement, mais disons qu'on essaye d'utiliser aussi des termes que les gens recherchent, parfois qui ne nous définissent pas complètement, mais qui sont dans les mêmes valeurs, dans les mêmes idées, pour essayer de se rapprocher justement d'apps que parfois ils vont chercher, et finalement c'est des gens qui sont similaires. Après nous, c'est vrai qu'on a fait de la publicité Google qui a bien fonctionné, on a fait une vidéo qui a très bien fonctionné, qui est passée beaucoup sur Google, enfin sur YouTube pardon surtout. Donc ça a très bien fonctionné, mais ce qui a le mieux fonctionné finalement c'était le bouche à oreille. Et c'est vrai que souvent les gens en parlent et il y a de plus en plus de gens qui viennent sur l'application. Et c'est vrai qu'on a quand même réuni près de 55 000 utilisateurs là. Donc voilà, c'est vrai que ça a pris quand même du temps et de l'argent du coup. Mais voilà, on est très contents et c'était une belle bagarre pour essayer de faire venir les gens. Mais une fois qu'ils sont arrivés, bah voilà, ça a pris tout seul. Et se faire connaître, c'est vraiment voilà, le plus gros challenge. Mais une fois que les gens commencent à arriver, bah, ça vient un peu plus rapidement, on va dire. Est-ce que vous vous souvenez de la plus grande fierté, là je pose vraiment la question à vous deux, quelle a été la plus grande fierté dans la création de cette app et dans la continuité de Give Actions? Moi, il y en a une, mais je vais en dire deux. Parce qu'il y a une fierté en tant que développeur, et parce que c'est quand même ce que je suis chez Give Action, c'est moi qui m'occupe de tout ce qui est tech. C'est d'avoir fait une application qui est agréable à utiliser pour les gens, etc. C'était pas par rapport à l'écologie, c'était juste de faire une application qui est belle, simple, légère. Ça, c'était une petite fierté personnelle, c'est quand même d'arriver à faire un truc qui a, je crois, 4,9 et 5 étoiles sur le store, ce qui est quand même pas mal pour une application faite par quelqu'un encore aux études. Donc ça, c'était quand même c'est sympa. Et puis, je me souviens surtout d'un moment quand j'avais mon frère, je crois, qui me dit qu'on lui a parlé de Give Action et que c'est quelqu'un qui avait découvert une entreprise comme ça. Et du coup, j'étais en mode, en fait, ce qu'on fait, ça fonctionne. Et ça fonctionne de la façon qu'on le veut. Les gens, quand j'entends quelqu'un pitcher à mon frère ce qu'est Give Action et que mon frère me raconte, je me dis qu'en tout cas, on a réussi à faire. On n'a peut-être pas atteint une audience assez large encore, mais en tout cas, ça fonctionne. Et ça, c'est un moment où on est content quand même. Right. Tous ces combats valent quelque chose. Et toi, Elias? Mais ouais, non, mais ça, c'est vraiment ça. Nous, on est là derrière nos tableaux analytics, à dire oh, ok, il y a tant de personnes qui ont regardé cette pub, on a des commentaires parfois de gens. Mais ce qui rend le plus fier, c'est de se dire que parfois on voit des gens dans la vraie vie utiliser l'app ou qui nous disent oh, j'ai trouvé telle entreprise, c'est trop cool, j'ai pu aider telle association, ça me fait trop plaisir, j'aime vraiment ce que vous faites. Et ça, c'est vrai que c'est une fierté de se dire que ce qu'on a voulu, ce qu'on a imaginé et sur ce quoi on a travaillé pendant parfois des mois se réalise et marche en effet de la façon dont on le souhaite. Bah, c'est trop cool. Et puis la deuxième chose, je dirais que on a été visiter pas mal de projets d'associatifs qu'on a soutenus. Et voir les choses se réaliser, c'est quand même un grand plaisir. Et voir aussi du côté marque les gens qui nous disent que voilà, il y a pas mal de gens qui leur envoient des messages pour dire que ce qu'ils faisaient c'était génial, qu'ils venaient de Give Actions, qu'ils ont testé un produit et qui maintenant continuent. Tout ça, c'est des fiertés parce que ça se relie à notre mission finalement. Donc voilà. Je pense que durant toute l'interview, c'était très clair de pouvoir dire que vous êtes deux personnes engagées qui se sont lancées corps et âme dans une lutte qui n'était pas forcément gagnée à un jeune âge. Vous avez rencontré des obstacles, vous l'avez dit et on l'a entendu durant toute cette interview. Ça m'intéressait de savoir si parfois, un peu comme une foi religieuse, est-ce que parfois vous avez eu des doutes sur le combat que vous meniez? Peut-être pas jusqu'à dire peut-être un syndrome de l'imposteur, ce serait gros, mais est-ce que parfois vous avez eu des doutes dans cet engagement et dans cette avancée avec cette app et dans le combat que vous meniez? Peut-être sa légitimité ou quelque chose comme ça? Oui, des doutes, on en a eu beaucoup, je pense. Notamment, je sais par exemple, avec maintenant cette expansion avec les médias, etc., on a dû faire le choix, parce que sur notre application, c'est très simple, on choisissait nous-mêmes les entreprises qu'on voulait mettre en avant. Là, on a dû se dire, ok, on doit trouver un moyen de rendre plus légitime ce choix d'entreprise, ce choix des produits et services qu'on met en avant. Donc on doit créer une charte, on doit créer un comité éthique, et on doit aussi trouver la bonne balance entre ok, les médias ils doivent recevoir de l'argent et ok, nous on veut mettre en avant des marques engagées. Quel est finalement le point de balance entre les deux? On a dû trouver une ligne directrice. Et c'est vrai que ça, c'est quelque chose qui quand même
est difficile à accepter au tout début quand c'est vraiment un petit bébé, quand c'est ton projet, parce que là tu peux tout faire toi-même, là tu dois commencer à faire des choix et voilà, parfois c'est plus compliqué parce que tu te dis ok, mais est-ce que par exemple ça j'aurais accepté à 100% sur l'application, est-ce que là je l'accepte, parce que voilà, parfois nous sur l'application c'était facile, c'était souvent des petites startups qui sont à 100% parfaites et on l'a dit, hein, il faut choisir parfois ses combats et elles c'est le début, donc elles sont partout et donc c'est parfait, mais parfois quand tu vas un peu plus loin, bah voilà, tout n'est pas parfait mais c'est quand même positif, mais voilà, quel choix tu fais, et donc parfois ça crée des doutes et on se dit ok, est-ce que ça c'est bien, est-ce que ça c'est vraiment bien, mais au final on s'est bien retrouvé aujourd'hui, on a vraiment travaillé pas mal là-dessus et on se retrouve parfaitement dans ce qu'on fait, dans la charte, dans le comité. Donc voilà. C'est comme tu le sens. J'ai un petit peu oublié la question de base, pour être très honnête. J'étais tellement focus sur le discours d'Elias. Tu as été pris d'émotion par Pris son d'émotion. discours. C'était si tu avais eu des doutes durant cet engagement écologiste avec l'app ou peut-être en dehors de l'app, je ne sais pas. Moi, j'ai plus eu un doute par rapport à l'impact que ça pouvait avoir sur la société. Parce que moi, je pense que pour Elias aussi, hein, de base, le marketing, c'est pas quelque chose qui paraît évident pour avoir un impact sur la société. Mais justement, au fur et à mesure, quand j'ai commencé à comprendre que quasi tout ce qu'on achète est régi par le marketing, par ce qu'on a vu, je me suis dit qu'en fait, c'était peut-être là qu'il fallait vraiment agir relayeur juste avant l'achat, qui est donc le marketing. Et donc ça, c'est un gros doute. Maintenant, je suis assez rassuré dans ce qu'on fait. Mais c'est sûr qu'au début, on se demande un petit peu, quand on doit expliquer ce qu'on fait, on fait du marketing, mais on est engagé. C'est pas des mots qui allaient ensemble au début. Et donc nous, c'est ça qu'on a vraiment voulu réaliser. C'est essayer, pas d'être parfait, mais de vraiment rester en accord avec nos valeurs, tout en apportant une solution de marketing pour les entreprises qui essayent aussi d'être engagées. Qu'est-ce que, ça c'est de nouveau pour vous deux, qu'est-ce que cet engagement que vous portez vous a amené dans votre vie ? Qu'est-ce que cet engagement m'apporte ? En fait, je sais même pas l'expliquer tellement c'est ancré en fait. Je me vois pas faire autre chose que passer mes journées à travailler pour quelque chose où je me sens en lien avec mes valeurs. Et c'est vrai que je me suis souvent posé la question, ok, si jamais ça s'arrête, ça marche pas, qu'est-ce que je fais ? Qu'est-ce que je fais ? Parce que j'ai envie de continuer à travailler sur quelque chose en lequel je crois, auquel mes valeurs justement sont ancrées, sur lesquelles je veux faire bouger les choses. Et donc, qu'est-ce que je vais faire ? Et aujourd'hui, ça me convient parfaitement parce que tous les jours, je me dis, ok, bon, parfois il y a des jours difficiles. Hein, je dis pas, il faut pas dire c'est parfait. Maintenant que je travaille pour une boîte qui a les mêmes valeurs que les miennes, tout est parfait, les jours sont roses. Non, c'est faux. Il y a des moments difficiles. Franchement, c'est pas toujours simple. Mais je sais que ce que je fais, ça suit finalement mon cheminement de pensée et ce que j'ai envie de faire dans ma vie. Et donc, ce que ça m'apporte, c'est juste que ça m'apporte que je peux être moi-même en fait dans mon travail, quoi. Et donc voilà. De mon côté, il y a une chose que ça m'a apporté et qui a changé ma vie littéralement, c'est un but. C'est que maintenant, j'ai envie d'agir et j'ai plein d'idées que j'ai envie de réaliser, j'ai envie de me lancer, j'ai envie d'en fait participer à résoudre ce problème. Parce que c'est un petit peu très ingénieur de dire, on a un problème et il faut trouver une solution. Mais c'est tellement chouette de se dire que parce que la vie, je ne vais pas non plus trop philosopher, mais il faut toujours trouver un sens à sa vie. On n'en a pas de base, il faut en chercher un. Et Give Action m'a apporté un sens parce que maintenant j'ai un combat qui dépasse ma personne et qui est super chouette parce que moi je crois qu'on peut réussir ce combat. Parce que dans tous les cas, si on ne peut pas y réussir, il n'y a plus grand chose à faire. On n'a pas le choix, c'est vrai. Donc, maintenant j'ai un but dans la vie qui est défini et je trouve ça chouette parce que ça enlève un petit poids quand même de se dire qu'on a quelque part où aller, on a une mission. Et si tu me le permets, j'aimerais juste faire une petite parenthèse sur quelque chose qu'on a dit tout à l'heure par rapport à Startup Nation. Parce que tu étais assez critique par rapport à ça, et à raison. Je crois qu'il y a plein de problèmes avec ça. Mais en même temps, il y a tellement de problèmes dans notre société, on a besoin de plein de nouvelles idées. On a besoin de plein de nouveaux business, mais qui ne fonctionnent pas en mode capitalisme et croissance, profit. Croissance, pourquoi pas, si c'est pour avoir un plus gros impact, mais qui justement, essaye d'être quelque chose de rentable, qui fonctionne dans le cadre de la société actuelle, parce que on peut pas ça c'est le dernier truc à changer à mon avis, et en même temps avoir un impact. Et donc Startup Nation, pour moi il faut pas dire non, il faut être critique par rapport à la façon dont elle vit maintenant, cette Startup Nation, mais en même temps il faut se dire qu'il faut justement permettre aux jeunes entreprises, aux jeunes entrepreneurs, aux plus vieux entrepreneurs de se lancer dans des nouveaux projets innovants et engagés. Et donc, vraiment, plutôt, en fait, mettre un filtre, un petit peu comme Give Action avec les boîtes, pour
avoir plein d'incubateurs engagés. Et c'est un petit peu le cas du startup quand même, parce que maintenant, on retrouve beaucoup d'entreprises engagées au startup. C'est la majorité. Donc je crois que c'est un petit point que Non, tu as je voulais tout à ramener. fait raison. Et c'est vrai que, comme je le disais, j'ai été fort critique de Startup Nation parce que je pense qu'à un moment ou à un autre, j'ai été piégé un peu dans cette bulle filtrante et chambre d'écho Startup Nation où je me dis, bah ouais, il suffit d'avoir un plan, il suffit d'avoir un budget, c'est bon et tout va bien. Alors que ça met beaucoup de côté plein de choses comme, je sais pas moi, la santé mentale et tout ça. Et c'est peut-être pas la Startup Nation, le problème, c'est plus la bulle dans laquelle parfois on peut se poser avec la Startup Nation. Et tu as tout à fait raison, c'est l'innovation qui amène des initiatives qui vont en dehors du carcan capitaliste et du carcan de la croissance. C'est à travers l'innovation. Et la Startup Nation, bien sûr, promeut l'innovation et c'est que à travers ça qu'on va pouvoir trouver de nouvelles solutions à des nouveaux problèmes. Donc je suis tout à fait d'accord avec toi. La Startup Nation, il y a du bon et du mauvais, comme dans n'importe quel type d'économie et d'activité, ça c'est sûr et certain. Pour finir cette émission, déjà, je voulais vous remercier d'être venu pour votre bienveillance et convivialité, d'avoir accepté ces questions qui sont parfois un petit peu critiques, je l'avoue, je suis comme ça. Mais je trouve ce projet super, je trouve que vous avez très bien compris en fait ce nouveau commerce et cette nouvelle manière de gérer l'économie. Les plus positifs, j'avais jamais entendu parler. Vous avez mis ça en avant en Belgique, en tout cas je connaissais personne qui en parlait. Vous avez pu mettre ça en avant, vous l'avez très bien fait, de manière très moderne, toucher notre génération qui a envie de changer les choses, vous leur apportez un outil mais qui est hyper facile à utiliser et qui est aussi hyper disponible et hyper accessible. Et pour tout ça, bravo, félicitations. On termine toujours cette émission avec une recommandation culturelle. Et là, je peux vous dire, auditrices et auditeurs, je les ai prévenus auparavant, donc ils n'ont aucune excuse. C'est la première fois que je préviens auparavant. Ils savent qu'ils ont une recommandation culturelle. Ça peut être tout et n'importe quoi. Je vois Gaspard qui se cache, donc j'ai l'impression qu'il n'a peut-être pas de recommandations culturelles à donner. Peut-être qu'Elias en aura 2 pour le sauver, je ne sais pas. Mais voilà, ça peut être en rapport avec l'écologie. C'est pas spécialement en rapport avec l'écologie. C'est toi qui vois, Elias. Je te laisse la parole. Oui, bah moi j'avais juste envie de parler d'un chanteur que j'ai découvert récemment, que peut-être plein de gens connaissent, qui s'appelle Gaël Faye. Je sais pas si tu connais, et que je trouve super dans sa façon de parler. J'adore ses textes, un peu du rap hip-hop conscient, mais que j'apprécie énormément. Donc voilà, un chanteur que j'avais envie de mettre en avant, même s'il est Il a sorti bien un mis en livre, je avant, crois, mais aussi. il a sorti, ça je ne sais pas, je sais qu'il a fait notamment un dernier album avec Grand Corps Malade, etc., que j'aime beaucoup. Donc voilà, j'apprécie beaucoup ses textes, donc j'avais envie de le mettre en avant. Et je sais pas si Gaspard a autre chose, mais je sais pas, c'est vraiment culturel du coup. Mais on a un ami qui a aussi lancé son projet et que je trouve vraiment chouette, qui s'appelle Meet My Job et qui met en avant justement pour essayer comment appeler ça, une plateforme de recrutement, voilà, engagé. J'oublie les termes. Mais donc où les gens peuvent venir découvrir justement des marques qui recherchent qui recherchent justement des gens pour leur entreprise, mais que des marques engagées et à impact. Et donc je trouve ça top par rapport justement à toute cette problématique de personnes qui recherchent du sens dans leur boulot. Bah là il y a une plateforme justement où ils peuvent trouver des boîtes qui sont plus engagées et qui peuvent justement répondre à ces valeurs que les gens recherchent. Donc j'avais envie de le mettre en avant aussi. Donc voilà, Meet My Job ça s'appelle. Gaspard, je sais pas si du coup tu as quelque chose à dire. Oui, ça va peut-être un petit... Enfin, j'ai des recommandations culturelles, mais qui sont très propres, donc j'ai gardé pour moi. Ok. mais par contre, il y a vraiment quelque chose comme une application très connue, quand même, que moi j'utilise tous les jours, qui s'appelle Medium. Et donc, c'est une application sur laquelle on peut découvrir des articles écrits par des gens comme vous. N'importe qui peut s'improviser auteur. Et c'est vraiment une application qui m'a permis de découvrir plein d'autres choses hors du cadre standard. C'est vraiment l'avis de plein de personnes, mais bien écrit. Et c'est une application qui rémunère très correctement les auteurs d'articles. J'ai écrit quelques articles sur plus de développement informatique. Et j'étais tellement impressionné par une entreprise, je ne dis pas qu'ils font beaucoup d'argent, c'est une entreprise qui croit, etc., enfin, qui veut la croissance, à mon avis. Mais en même temps, d'un point de vue partage de connaissances, c'est vers ça qu'il faut aller. Pas que ça, il faut aussi du contenu qui est filtré et validé. Mais c'est aussi important, je crois, de rétablir des channels de communication où on peut s'exprimer de façon complète et pas comme sur Twitter où je veux dire là c'est une hérésie limite. Sa pensée est vraiment confinée à 120 caractères ou quelque chose du genre. Et donc c'est pas vraiment une recommandation culturelle mais plus une recommandation pour découvrir justement de nouvelles choses, des idées d'autres personnes, et il y a vraiment de tout, donc c'est pour tout le monde. Merci beaucoup Elias, Gaspard d'être venu dans cette émission où on peut retrouver Give Action sur toutes les App Store. Sur tous les App Store et sur tous les réseaux a priori. Vous pouvez retrouver sur Instagram. Comment s'appelle l'Insta ? Give Action.
Sur Facebook, on peut retrouver. Give Action. Sur Twitter. Pas Twitter. LinkedIn J'ai lobbyé un petit peu, mais non. LinkedIn, oui, Give Action. On est assez actifs sur LinkedIn, justement. TikTok donc, je crois qu'Elias ne veut pas que je le partage, mais il s'est quand même tenté à publier quelques... C'est le 30 janvier que ça sort. Hein. Donc si jamais vous avez lancé TikTok avant le 30 janvier, c'est la résolution 2023. Justement, la résolution, c'est de supprimer le TikTok. Car on a tenté à un moment de faire des TikTok voilà, pour faire connaître. Mais c'est plutôt finalement... c'est plutôt très gênant. Donc je pense que l'objectif, c'est de supprimer TikTok avant le 30 janvier. Donc j'espère, chers auditeurs et chères auditrices, que vous ne trouverez pas Give Action sur TikTok le 30 janvier. Donc quoi, je supprime cette partie où on parle de TikTok Non, on peut en parler, mais voilà, comme ça tout le monde sait que j'espère que TikTok n'existera plus. Et si jamais il existe encore... c'est que vous avez trouvé le bon angle et donc ils doivent tous aller s'abonner. Soit ça, soit envoyez-moi un message pour me dire de rappel. ne pas oublier de supprimer le TikTok. On devient le nouvel agenda d'Elias. Voilà, Super. exactement. Et de mon côté, j'ai envie de vous dire... abonnez-vous à Wombat Café, Instagram @wombatcafé.podcast et vous pouvez aussi envoyer des mails, mais surtout dites tout ce que vous pensez de bien à Give Actions, à Elias, Gaspard et Maxime. Je ne sais pas s'il y a d'autres personnes de l'équipe que vous avez envie de faire une petite dédicace ou si vous êtes un trio, le trio magique. Je pense qu'on est 3, mais après il y a tellement de gens qu'on pourrait remercier dans ce projet que c'est difficile à dire, mais voilà. Mais vous êtes 3. Franchement, on est 3. Et puis toutes les personnes qui nous soutiennent au quotidien, je suppose que si elles entendent le podcast, Léa, ma copine, comme ça je sais qu'elle va écouter, donc je le dis. Mais, il veut gagner des points dans son couple après dans ce podcast, mais c'est quoi ça maintenant notamment, je profite de toutes les opportunités. mais voilà, dans toutes les personnes qui nous soutiennent, merci à elles. Ok. Merci beaucoup. On se retrouve dans 2 semaines pour un nouvel épisode. À bientôt, prenez soin de vous. Ciao, ciao. Et je fais quoi, moi? Moi, t'as de me remercier ta copine et pas moi.